Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Aujourd'hui, il va être question d'un élément essentiel de nos voitures depuis presque toujours, le circuit électrique. Les technologies actuelles reposent sur des principes et des normes vieilles de plus de 70 ans. Si nos autos sont des ordinateurs sur roues, force est de constater que les périphériques sont à la traîne. Et c'est là que Tesla a décidé de tout révolutionner avec le Cybertruck. Examinons cela en détail et voyons pourquoi cela pourrait bien changer nos vies de conducteurs à l'avenir. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Avant de rentrer dans le dur du sujet, je vais préciser quelques petites choses. Mon but ici n'est pas de vous perdre avec des formules et des calculs savants. Je vais donc simplifier un peu les choses pour les rendre compréhensibles. Pour les spécialistes des domaines que je vais aborder, il y aura des approximations qui vont les titiller, j'en suis certain. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos précisions si vous en avez. Cela ne pourra qu'enrichir les connaissances de ceux qui s'y intéressent. Les principes que je vais énoncer resteront simples, mais surtout globalement exacts d'un point de vue scientifique, afin de vous donner une vision globale du fonctionnement de tout ce dont je vais parler. Je n'aurais pas pu rentrer plus dans les détails, sinon je vous aurais fait une vidéo fleuve de plusieurs heures. Cette vidéo est la première d'une petite série où nous allons creuser dans les technologies présentes sur le Cybertruck. Entre autres, je parlerai également des commandes électriques, ce qui est très intéressant aussi, vous le verrez. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour éviter de rater ces prochaines vidéos si elles vous intéressent. Pour les abonnés, pensez également à contrôler que YouTube ne vous a pas désabonné à la chaîne. Cela arrive parfois en ce moment et affecte tous les créateurs de contenu. Selon YouTube, c'est un bug qui est en passe d'être réglé, mais sait-on jamais, vous pourriez ne plus avoir les notifications pour les prochaines émissions, et ce serait dommage. Enfin, dernier point avant de se lancer, j'ai prévu de vous faire encore 2 épisodes cette année. Entre Noël et Nouvel An, je prendrai une pause pour me consacrer à d'autres projets qui prennent du retard, faute à un emploi du temps extrêmement chargé. Je vous retrouverai donc le premier mercredi de janvier pour ouvrir la saison 2024 Bon Pied, Bon Oeil. Voilà, maintenant place à votre épisode. L'électricité à bord des automobiles est aussi vieille que la voiture elle-même. La première voiture était en effet une auto électrique. Toutefois, cette énergie n'était destinée qu'à la traction, pas à l'usage qu'on en fait aujourd'hui. Au début du XXe siècle, les autos thermiques à combustion interne se contentaient d'un réseau électrique permettant de faire fonctionner l'allumage, rien de plus. Et encore lorsqu'il y avait un allumage électrique. Les éclairages étaient des lanternes à bougie ou à acétylène, pas très efficaces pour voir, même si cela permettait d'être vu. Vers 1906, l'arrivée des premières autos à lampe électrique a été révolutionnaire. Un premier circuit électrique rudimentaire a vu le jour sous une tension de 6 volts. Cela s'est rapidement généralisé et a ouvert la voie à une seconde évolution, le démarreur électrique. Petit moteur électrique utilisé pour lancer le moteur thermique, c'est cette invention qui a réellement propulsé la voiture thermique au devant de la scène. D'année en année, de nombreuses fonctions ont été ajoutées aux usages électriques dans une auto. Éclairage intérieur, tableau de bord, radio ou essuie-glace, etc. Le problème ? Augmenter les usages nécessitait plus de puissance électrique et de nombreuses limitations affectaient les voitures à cette époque en raison d'une tension standard relativement faible. Après la Seconde Guerre mondiale, les avancées technologiques ont permis d'augmenter les performances des moteurs thermiques. Cela s'est fait à cette époque par une augmentation du taux de compression des moteurs. Plus la compression est élevée, plus il faut vaincre de force pour mettre le moteur en mouvement. La puissance des anciens démarreurs ne suffisait donc plus. Il fallait en concevoir de plus puissants. Mais la tension de 6 volts montrait effectivement ses limites. Voyons pourquoi. Le courant électrique est défini par sa tension et son intensité. Le produit des deux donne la puissance. Donc, on a plusieurs moyens d'obtenir plus de puissance. Soit on augmente la tension, soit on augmente l'intensité. Si on a besoin de 100 watts en crête, c'est-à-dire au moment où on va démarrer la voiture, puisque c'est là que se situe le maximum de l'utilisation de l'électricité automobile à l'époque. Pour l'auto en 6 volts, il nous faut donc 100 divisé par 6 égale 16,67 ampères. Si on passe à un système 12 volts, on peut diviser l'intensité du courant par 2. On fait 100 divisé par 12 égale 8,33 ampères.
Or, plus on fait passer d'intensité dans un courant électrique, plus on a de pertes. Ces pertes se font sous la forme de chaleur. Cette chaleur est ce qu'on appelle l'effet Joule. Elle s'exprime avec la formule suivante. E égale R fois I au carré fois delta T. E représente l'énergie perdue, R la résistance du conducteur, I l'intensité du courant, et delta T la durée du passage du courant. Pour minimiser les pertes, si on augmente l'intensité, il faut réduire la résistance. La résistance d'un conducteur électrique est dépendante de plusieurs facteurs comme la résistivité du matériau, la section et la longueur du câble. Donc pour compenser un doublement de l'intensité, vu qu'elle est au carré, il faut donc réduire la résistance du conducteur d'un facteur de 4. Comme la longueur d'un câble entre deux points ne peut être réduite si on veut les relier, on n'a que la section pour agir. Il faut donc l'augmenter aussi d'un facteur de 4. En doublant la tension, on n'a pas ce problème, puisque les pertes ne dépendent que de l'intensité du courant à conducteur égal. Voilà ce qui conduit les constructeurs automobiles du monde entier à passer aux 12 volts. Pourtant, l'évolution ne s'est pas arrêtée. Si les compressions des moteurs se sont stabilisées, il y avait toujours plus de systèmes électriques dans les autos. Vitres électriques, centralisation, système d'infotainment, mais aussi aide à la conduite, informatique embarquée et bien d'autres choses. Le nombre de câbles a alors explosé dans les voitures, et les faisceaux sont devenus de plus en plus imposants et nombreux. La toile d'araignée des câbles électriques devenait ingérable. Les constructeurs ont alors eu recours à une technologie inventée au 19e siècle, le multiplexage. Et oui, encore une invention bien plus vieille qu'on ne le pense, mais en plus elle est très largement utilisée depuis très longtemps dans des usages très courants. Elle a été créée pour le télégraphe et utilisée dès les débuts du téléphone. Cela a même posé un problème pour l'ADSL, puisque cette méthode de flux Internet ne supportait pas les réseaux multiplexés de l'époque. Il fallait donc démultiplexer les lignes avant de pouvoir équiper un usager en ADSL. Pour l'automobile, si on utilise le multiplexage, on utilise une technologie un petit peu différente. On y reviendra d'ailleurs plus loin. Mais les principes de base sont les mêmes. On fait passer plusieurs informations dans un seul câble. En effet, si on veut diminuer le nombre de câbles, il faut y faire passer plus d'une fonction. Prenons l'exemple d'un feu arrière. Composé d'un feu de position, d'un stop, d'un clignotant et d'un feu de recul, il doit donc comporter dans ce cas-là 4 fils. La masse est faite par la carrosserie du véhicule. De l'autre côté du faisceau, on a l'interrupteur des feux, le contacteur de stop, le commodo de clignotant et le contacteur de marche arrière. Coupons maintenant le faisceau et installons un boîtier qui multiplexe les signaux. Chaque commande a un code qui l'identifie. On installe un second boîtier qui est alimenté par le courant de la batterie de l'autre côté. Ce boîtier est chargé de démultiplexer le signal. Il reconnaît le code d'une commande et alimente l'ampoule correspondante. Il est programmé pour cela. On peut donc remplacer les 4 fils de puissance d'origine par une alimentation de puissance et un plus petit câble qui transporte les informations. Chaque information doit être codée et pour cela, on fait appel à l'algèbre de Boole. Non, pas d'idée saugrenue ici, hein. On parle de George Boole, mathématicien britannique qui a inventé au milieu du 19e siècle une méthode de calcul basée sur seulement 2 chiffres, 0 ou 1. C'est ce qu'on appelle le binaire, et qui est la base de toute l'informatique moderne. Le boîtier émetteur va donc envoyer des informations. Pour que le boîtier récepteur le reconnaisse, il faut une séquence de 0 et de 1 qui lui soit familière, qu'il puisse reconnaître. L'information est alors codée ainsi. Le premier bloc indique le début d'instruction, qui est reconnu par le boîtier. Le second bloc dit quel est l'organe concerné. Le troisième indique l'action à effectuer, allumer ou éteindre une ou des ampoules. Et enfin, le dernier bloc est la fin de l'instruction. On peut également combiner certains éléments pour simplifier. On code les états des lampes dans un seul bloc. On peut alors réduire la quantité de données à envoyer. Chaque chiffre correspond à une ampoule du feu arrière concerné et indique si elle doit être allumée ou éteinte. Ce bloc d'instruction est envoyé plusieurs dizaines de fois par seconde et le boîtier récepteur commute alors les ampoules en fonction des instructions. Mais pourquoi s'arrêter là? Un boîtier peut aussi gérer les capteurs ultrasoniques ou les capteurs d'ABS, voire le dégivrage de la lunette arrière ou l'essuie-glace. La somme des données devient alors extrêmement importante. Et il est préférable qu'elle se fasse à ce moment-là à double sens, puisqu'il y a également des capteurs qui remontent des informations.
Cela rajoute un fil, mais les données peuvent alors circuler dans les deux sens, ce qui a une conséquence intéressante. Cela augmente alors la sécurité car le boîtier récepteur peut alors dire s'il a bien reçu les informations, et donc si le système fonctionne normalement. Mais ça augmente encore une fois le nombre d'informations en transit qu'il faut traiter d'un côté ou de l'autre côté du système. Tout ce réseau va évoluer, se complexifier au point de donner l'architecture qu'on a aujourd'hui avec des réseaux informatisés CAN-bus. CAN signifie Controller Area Network, et bus indique un moyen de transmettre les informations par fil. Dans une voiture, on a plusieurs réseaux CAN qui ont soit une localisation précise, soit une fonction précise. Un boîtier CAN peut par exemple gérer le quart arrière droit d'une auto, mais les caméras et capteurs peuvent être gérés par un autre réseau dédié pour ne pas écraser les données du premier. En effet, si le réseau CAN n'est pas assez rapide, les informations émises vont s'écraser les unes les autres. Et ça va générer des codes d'erreur qu'il faut aussi gérer. Autrement dit, le réseau CAN est aujourd'hui aussi complexe que l'était la toile d'araignée de départ. Voilà où nous en sommes à ce jour, mais les voitures n'ont pas cessé de se complexifier encore. ABS, ESP et toutes les fonctionnalités électriques comme les sièges, les capteurs divers et variés se généralisent, et les réseaux CAN commencent à être vraiment à la peine. Non seulement les puissances électriques sont insuffisantes, mais en plus, la quantité de données qui transitent dans le réseau ne suffit plus aux applications futures. Le prix, le poids et les pertes en puissance et données des réseaux CAN sont à un point où le progrès est bloqué par l'obsolescence du système. Pour passer outre, il fallait changer complètement le système. Et c'est ce que Tesla a fait sur le Cybertruck. Voyons cela. Pour les autos électriques, certaines fonctions jusqu'alors assurées par le moteur thermique doivent être prises en charge de façon différente. Là où l'assistance de freinage était assurée par une pompe à vide ou par la dépression naturelle du moteur, il faut un système électrique. On peut alors ajouter un moteur électrique sur une pompe à vide ou alors passer sur le système Hydro-Boost. Comme ce dernier est déjà présent sur les voitures thermiques les plus évoluées, c'est le choix qu'a fait Tesla. Pour la direction, pareil. Là où on avait des pompes hydrauliques entraînées par les moteurs, on passe à un système tout électrique déjà bien représenté dans le monde automobile. Pour le chauffage et la clim, on est encore une fois dans le même cas. Pompe à chaleur et clim ont besoin de puissance, et ce n'est pas anodin. De plus, le Cybertruck adopte des systèmes de commande tout électriques, ce qui impose aussi de la puissance. Passer à une tension plus élevée pour alimenter tous ces systèmes tombait sous le sens. En passant à 48 volts, on ne divise pas les sections de câbles par 4, mais par 16 par rapport aux 12 volts. Le gain de poids est alors significatif. Autre point qu'on ignore souvent, c'est que les systèmes électriques chauffent. Avec le système 48 volts, les dissipateurs de chaleur sont largement plus petits, tout comme les composants électroniques chargés de gérer la puissance. Le chargeur du Cybertruck est juste plus simple, plus léger et largement plus performant que celui des anciennes générations. De plus, cela permet de réaliser la charge bidirectionnelle quasiment sans aucun coût supplémentaire. Il suffit de choisir judicieusement les composants et d'y ajouter le programme qui convient. En plus, cela permet à Tesla d'utiliser des cartes à double face pour répartir les composants, ce qui réduit leur taille et ne pose aucun problème de chauffe. Mieux encore, là où les anciennes cartes électroniques avaient des connecteurs, aujourd'hui ceux-ci sont intégrés au capot en plastique du boîtier. Fermez le capot et tous les connecteurs sont en place au lieu d'être soudés sur la carte. Cela simplifie la fabrication et réduit le risque de malfaçon. Enfin, Tesla a aussi pensé aux situations d'urgence. Le monde roule encore dans des voitures équipées en 12 volts et les réparateurs ou dépanneurs ont des systèmes adaptés à ces tensions. Câbler un Cybertruck 48 volts aurait pu poser un problème si les ingénieurs n'y avaient pas pensé. Branchez du 12 volts et un booster de tension remontera le courant à 48 volts pour alimenter le système. Mettez du 48 volts et cela fonctionnera aussi car le réseau électrique pourra shunter le booster, le tout de manière totalement automatique et sans intervention humaine. Mais cela fonctionne également dans l'autre sens. Les boîtiers sont équipés de convertisseurs DC-DC permettant de s'adapter à certains composants. La carte mère de l'ordinateur fonctionne en 12 volts et d'autres composants en 5 volts, voire en quelques dixièmes de volts pour les switches. D'un autre côté, les ingénieurs de chez Tesla avaient un autre problème à gérer. Comme toutes les autos de la marque depuis la Model S, le Cybertruck est véritablement un ordinateur avec des roues. Certes, les anciennes Tesla avaient le cerveau, mais pas les moyens de communication. Le système CAN-bus était limité en performance. Les paquets de données n'étaient pas toujours acheminés en raison d'un débit trop faible. Il fallait alors passer à un système plus rapide pour augmenter le nombre de fonctionnalités disponibles.
Pour augmenter drastiquement le débit d'information dans le système, il fallait innover. Ou alors, s'inspirer de ce qui était déjà fait ailleurs. Or, Tesla a déjà un atout dans sa manche pour ce qui est de faire transiter les données à très haut débit. En effet, il y a une autre société dirigée par Elon Musk qui maîtrise parfaitement ce système. SpaceX. Tesla va s'inspirer de la constellation de satellites Internet Starlink, qui utilise en effet ce qui se fait de mieux pour transiter des informations. L'OFDM, ou Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Ça peut paraître compliqué comme ça, mais en fait, vous allez voir que c'est plutôt simple dans le principe. En fait, pour obtenir ce système, on combine les 3 multiplexages aujourd'hui existants. Celui dont on a parlé tout à l'heure dans la voiture est ce qu'on appelle le multiplexage temporel, puisqu'il étale les données dans le temps. Les paquets de données sont acheminés les uns après les autres. Le second système est le multiplexage fréquentiel. C'est celui-ci qui a été inventé au début de la méthode, et nous en avons des exemples tous les jours. Le principe est simple. Coder des données sur différentes fréquences et envoyer-les ensemble. Le démultiplexeur doit alors séparer les fréquences pour accéder aux données. En fait, c'est le principe des fréquences radio. C'est aussi très pratique pour faire le meilleur usage d'un conducteur électrique. On peut coder les données d'un système audio par exemple à une fréquence et celle des caméras à une autre. Rien n'empêche alors de faire transiter le tout dans le même câble. Pour illustrer cette méthode, imaginez une fibre optique. Codez 3 types d'informations dans 3 couleurs différentes. Chaque couleur représente une fréquence. D'ailleurs dans les faits aussi, puisque les couleurs sont liées à des fréquences. On va coder un jeu d'informations dans un faisceau rouge, un autre dans un faisceau bleu et le dernier dans un faisceau jaune. On envoie donc une lumière qui contient les 3 jeux d'informations. On envoie une lumière avec ces 3 couleurs directement. À l'arrivée, séparez le faisceau en 3 et filtrez chaque faisceau avec un filtre de la bonne couleur. Vous auriez alors 3 jeux de données au lieu d'un seul que vous auriez eu si vous aviez utilisé une seule couleur. Et ce qui est magique dans ce fonctionnement, c'est que vous n'avez même pas eu besoin de changer la fibre optique. On ne change que les émetteurs-récepteurs au début et à la fin de la fibre. Voilà comment on peut améliorer le système de fibres transatlantiques par exemple, sans avoir à changer le matériel au fond des mers. Reste un dernier système qui est purement logiciel, le multiplexage en code. Les paquets de données sont envoyés par fragments indépendants, mais leur codage permet au récepteur de reconstituer des données de départ, même si elles arrivent en morceaux. Cela permet de faire un meilleur usage de la bande passante disponible. L'ensemble de ces 3 multiplexages est largement utilisé dans les télécommunications, mais trouve ici une application dans le système du Cybertruck. Ce système est appelé Etherloop, pour la contraction de Ethernet et loop qui signifie boucle. Le réseau est désormais similaire à ce qu'on rencontre dans les réseaux haut débit, mais en plus se présente sous une forme totalement inédite dans l'auto. Exit le réseau en araignée, place à un réseau en boucle. Là où on avait plusieurs réseaux CAN, on a un seul et unique réseau en forme de boucle qui interconnecte tous les boîtiers de la voiture. En quoi est-ce intéressant? Eh bien en tout. Les boucles sont bidirectionnelles, ce qui apporte une redondance pour la fiabilité. Le nombre de câbles est réduit de plus de 60% dans le Cybertruck, et leur longueur est moindre que pour les systèmes traditionnels. En effet, on peut placer les boîtiers au plus proche des actionneurs et des capteurs. De plus, les très hauts débits d'information permettent de tout faire passer dans le même système. Le système audio, par exemple, est intriqué dans le reste et peut fonctionner de manière traditionnelle, ou bien être utilisé pour le système de réduction active du bruit ambiant. D'un point de vue maintenance, les avantages sont aussi énormes. Plus besoin de trouver le connecteur CAN correspondant au système en panne. Tout l'ensemble du système peut être testé et contrôlé depuis n'importe quel point de la boucle. La recherche de panne en est grandement simplifiée, et donc les temps de recherche sont réduits. On se retrouve alors avec le même type d'architecture qu'on trouve dans les ordinateurs portables les plus évolués. En gros, si les anciennes Tesla étaient des voitures pilotées par ordinateur, le Cybertruck est un ordinateur dans son entièreté. Avant, les voitures étaient le périphérique de l'ordinateur, et aujourd'hui, celle-ci est intégrée dans un seul et même système mécanique, électrique et informatique. Du point de vue des gains, entre le système 12 volts et l'Etherloop, l'ensemble du réseau électrique basse tension du Cybertruck pèse 2 fois moins que s'il avait été fait avec la méthode traditionnelle, ce qui représente tout de même une 50aine de kilos. Imaginez dire ça à un ingénieur qui s'arrache les cheveux pour 10 ou 20 grammes grappillés par-ci par-là. Pour l'usage, un tel système a de nombreux avantages. Moins de perte de puissance, moins de poids, moins de coûts permettent d'envisager une baisse des prix des autos électriques dans un proche avenir. En tout cas chez Tesla.
La fiabilité n'en sera que meilleure et les avantages liés à une conduite à commande électrique sont énormes. Direction à démultiplication variable, freinage plus réactif, conduite assistée ou autonome plus facile. Construite ainsi, une auto est plus durable, car cela permet d'intégrer également des innovations futures. Imaginez une amélioration des performances par un nouveau moyen de coder les données. Une simple mise à jour permet alors d'en profiter. Une nouvelle fonction sur la direction électrique? Pareil, la mise à jour permet d'en profiter. Clairement, même si certains ne l'aiment pas, le Cybertruck nous montre la voie vers un véhicule plus simple, mais avec plus de fonctionnalités, une meilleure efficience, un meilleur impact environnemental et un prix plus abordable. Si son apparence fait penser au futur, c'est sous sa robe qu'il faut aller chercher l'avenir. Et sincèrement, j'ai hâte de découvrir ces innovations dans d'autres autos, pour voir ce que les ingénieurs vont pouvoir améliorer. Cela donne vraiment envie de savoir ce qui viendra ensuite. On est geek ou on ne l'est pas. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.